nous allons, comme nous le faisons chaque année, donner la parole à un grand témoin qui nous suit depuis le début et qui, voilà, maintenant 13 ans, est toujours fidèle à nos rendez-vous. Il s'agit d'André Chiang qui va s'exprimer depuis Pékin. André Chiang est un personnage assez extraordinaire, bien connu de notre forum, puisqu'il est né à Marseille, il est français, d'origine chinoise, il est un brillant élève de France, il a fait l'école polytechnique, entrepreneur, il a créé son entreprise et aujourd'hui il est installé en Chine, il est vraiment biculturel. Et je voudrais l'interroger évidemment sur la perception que l'on peut avoir de nos échanges vus de Chine. On a naturellement évoqué tout au long de ces 2 jours la tension entre les États-Unis et la Chine, cette tension qui fait d'une certaine manière mal au monde, puisqu'elle ralentit la croissance, elle ralentit les activités et que finalement, elle vient s'ajouter à cette pandémie qui nous paralyse par ailleurs. Et donc, nous sommes les uns et les autres dans une situation préoccupante dans le cadre de cette tension internationale. Et donc, je voudrais connaître un peu les réactions, la sensibilité d'un observateur de nos échanges vus de Pékin. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous avons eu de la part des intervenants des uns et des autres des visions divergentes quelquefois, certains voyant les États-Unis comme plus menaçants que la Chine, d'autres voyant la Chine plus menaçante. En tout cas, c'était l'objet de notre dernier dialogue. Au fond, ce que nous souhaitons, c'est en permanence affirmer la nécessité du dialogue, de la diplomatie, de la discussion. Nous sommes obligés de vivre ensemble, nous devons vivre ensemble. Et donc, il faut se méfier. On a vu tout à l'heure les conséquences très négatives du processus de sanction, la sanction étant la négation du dialogue. Et au fond, ces processus de blocage qui viennent s'ajouter les uns aux autres rendent notre situation internationale dangereuse. Alors nous restons des militants de la compréhension, du dialogue, dialogue des civilisations, disait Vladimir tout à l'heure, Yakounine, mais aussi vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, rechercher une meilleure compréhension et éviter les affrontements qui ne servent pas ni la croissance mondiale, ni les relations politiques. Alors, mon cher André, si vous nous entendez bien, quelles sont vos réactions avec le talent qui est le vôtre? Nous voudrions assister maintenant à cette conclusion annuelle où on trouve à la fois densité de la réflexion et humour de l'expression. C'est à vous. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de me passer la parole pour ce forum annuel du Futuroscope exceptionnel dans lequel mon rôle sera un peu différent des années précédentes. Habituellement, je parle après le diplomate chinois que traditionnellement vous invitez. Cette année, le Covid étant passé par là, nous n'avons pas de diplomate chinois et vous m'avez demandé, dans une certaine mesure, de le remplacer depuis mon poste d'observation à cheval entre les deux cultures. Bien, la première remarque que je ferai porte sur ce qui peut paraître une banalité, la difficulté de communication entre les cultures chinoises et occidentales qui, à la longue, est source de bien des incompréhensions. Pendant longtemps, les échanges entre la Chine et l'Occident se sont faits via la route de la soie. J'ai profité de cet été pour aller à l'extrémité chinoise de cette route, à Tonghuang, célèbre pour ses grottes peintes et sculptées sur plus de 1000 ans entre le IVe et le XIVe siècle. Et je me suis aperçu qu'il fallait, à l'époque, environ 6 ou 7 ans pour aller d'un bout à l'autre de cette route, en supposant qu'on en maîtrise tous les dangers. Ce qui fait que les caravanes, en réalité, n'en parcouraient généralement qu'un tronçon. Les oasis servaient de relais où s'échangeaient les marchandises et rares étaient les voyageurs qui, à l'instar de Marco Polo, faisaient l'intégralité du parcours. Certes, la route de la soie a permis d'introduire en Chine les religions, le bouddhisme puis l'islam,
mais les contacts étaient rares et les deux mondes globalement s'ignoraient. À partir du XVe siècle, la route maritime a pris le pas sur les routes terrestres. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle vraiment que les échanges se sont renforcés et avec eux, la confrontation entre les cultures. Et cette confrontation, comme vous le savez, a été terrible pour la Chine. Mais fort de sa supériorité technique, l'Occident a imposé ses idées qu'il trouvait naturelles, sans imaginer que ce qui va de soi pour lui ne l'est pas nécessairement pour les Chinois. Et je vais essayer d'illustrer par deux exemples. Une première notion importante est celle de loi. Voilà un terme employé dans le domaine juridique, mais aussi historique quand on parle des lois de l'histoire, ou scientifique quand il s'agit des lois de la nature. Mais on voit bien que le sens n'est pas le même dans les trois cas, et si on peut parler d'universalité dans le cas des lois de la nature, étendre cette universalité aux deux autres notions est un abus. Les conséquences n'en sont pas que philosophiques. Les lois de l'histoire ont inspiré l'intellectuel américain d'origine japonaise Francis Fukuyama, qui, dans son célèbre essai « La fin de l'histoire et le dernier homme », datant de 1992, pose l'équation indépassable et universelle de l'organisation politique, démocratie plus libéralisme. L'essai de Fukuyama permit de donner une nouvelle justification théorique au leadership américain. D'après les tenants de cette thèse, si les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde, c'est parce que c'est celui qui applique le mieux la formule exposée précédemment, et ce n'est que justice que le premier de la classe soit ainsi récompensé. C'est aussi la croyance dans ces lois de l'histoire qui fut une des motivations de Bill Clinton quand il défendit l'accession de la Chine à l'OMC en l'an 2000. Certes, il y voyait l'intérêt pour les sociétés américaines d'accéder au marché chinois, mais il y avait plus. La Chine, disait-il, ne fera pas qu'importer nos produits, elle importera une de nos plus importantes valeurs, la liberté économique. Avec cette liberté économique, elle libérera l'énorme potentiel de sa population, lui donnant plus d'initiative, et la population demandera à exprimer son avis, car, citant le juriste américain Earl Warren, la liberté est la force la plus contagieuse dans le monde. Bill Clinton voyait aussi un puissant moteur à la propagation de la liberté en Chine par le développement d'Internet et du téléphone portable. À l'époque, il y avait 9 millions d'adresses Internet en Chine et le téléphone mobile pour tous en était juste à ses débuts. Clinton ne doutait cependant pas que l'accession à l'OMC plus la diffusion d'Internet allait transformer le régime chinois dans le sens démocratique qu'il souhaitait. 20 ans se sont écoulés depuis. La Chine est devenue un membre actif de l'OMC et en 2020, le nombre d'internautes chinois a dépassé les 900 millions, dont 99% sont connectés par le mobile. Mais les changements politiques prédits par Clinton ne se sont pas produits. Appliquer les lois de l'histoire à la Chine n'est pas une tâche aisée. Une seconde notion comprise différemment est celle de légitimité. Sous la France de l'Ancien Régime, la royauté était de droit divin. Le roi tirait donc sa légitimité de Dieu, qui évidemment ne peut se tromper. Quand les puissances européennes retirèrent Dieu de la politique des hommes, son rôle fut transféré au peuple, amené à se prononcer par des élections. Mais tout comme Dieu, le peuple ne peut pas se tromper. On l'a bien vu avec le Brexit, ce fut le principal argument des opposants à une nouvelle consultation des Britanniques sur la sortie de l'Union européenne. Tout autre est la tradition chinoise. Certes, la Chine avait un empereur qui tenait son mandat du ciel, mais déjà Mencius, au IVe siècle avant notre ère, enseignait que ce mandat pouvait lui être retiré. La légitimité a priori, telle qu'elle est conçue en Occident, est de fait moins importante en Chine. On l'a bien vu avec la dernière dynastie impériale, celle des Qing, qui manquait de légitimité a priori, puisqu'elle n'était même pas chinoise, mais mandchoue. Il n'empêche que Kangxi et Qianlong furent considérés comme de grands empereurs chinois. Ils avaient acquis leur légitimité par leurs actions, plus que par l'origine de leur pouvoir. Quand au début de cette année éclatait le Covid, quelques intellectuels occidentaux
se demandèrent si la Chine ne connaissait pas son moment Tchernobyl. D'après eux, le désastre sanitaire chinois allait ruiner la crédibilité du régime et faire s'effondrer la Chine, comme avant elle, l'Union soviétique. La raison couramment avancée était que le régime chinois, manquant de légitimité, ne tenait que par le pacte faustien qu'il avait passé avec la population. Le peuple renonçait à sa liberté politique, mais en échange obtenait du Parti communiste une certaine prospérité, qualifiée à l'époque par Deng Xiaoping d'aisance modeste. Mais pour y arriver, le régime a un besoin absolu de croissance que l'épidémie cassait. La Chine allait donc sombrer dans le désordre et l'anarchie, car elle ne disposait pas de l'arme absolue contre le désordre, à la fois vaccin et remède, les élections démocratiques. Mais, on le voit, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Il y eut une période de flottement initial, la sous-estimation de la gravité de la nouvelle maladie, les tentatives de mise au silence du docteur Li Wenliang, devenu depuis héros et martyr, furent des erreurs. Mais une fois qu'il a compris la gravité de la situation, le gouvernement chinois a pris des mesures d'une grande efficacité, le port du masque obligatoire, le traçage, la reconnaissance faciale, les confinements sélectifs, l'utilisation des big data, etc. Toutes mesures posant en Occident des conflits frontaux avec sa conception des droits de l'homme ont été capables d'enrayer l'épidémie en Chine. L'efficacité n'était plus ni américaine ni européenne, mais chinoise. C'est aussi alors que l'incompréhension atteignit un nouveau sommet entre la Chine et les pays occidentaux. Au début de l'épidémie, les Chinois se montrèrent reconnaissants de l'aide et du soutien spontané que leur offrirent de nombreux pays européens. La France se distingua tout particulièrement, elle qui fut le seul pays à avoir gardé son consulat ouvert à Wuhan pendant toute la durée de la pandémie. Des cas de solidarité exemplaires se produisirent. Je citerai simplement celui du directeur de la société Accom qui, alors que la possibilité d'être rapatrié en France lui était offerte, a choisi de rester aux côtés de ses ouvriers à Wuhan. Ces derniers ont su lui en être reconnaissants. Quand l'activité reprit sous contraintes strictes, les volontaires ont campé dans son usine pour faire repartir la production, tout en limitant les risques de contamination. Mais bientôt, l'opinion publique occidentale se retourna. Quand l'épidémie devint pandémie, on commença à accuser la Chine de n'avoir pas su en éviter la propagation dans le monde. Pis, on l'a même accusée d'avoir produit le virus dans ses laboratoires secrets. On l'a soupçonnée d'utiliser une diplomatie du masque pour redorer son blason. Les quelques experts occidentaux qui ont fait remarquer que la rapidité d'information de la Chine, la transmission des données sur le séquençage du virus, s'était bien mieux faite que lors de l'épidémie du SARS en 2003, que vous avez bien connue, ont été rapidement réduits au silence par une opinion publique de plus en plus hostile à la Chine. Et enfin, on a nié l'efficacité des mesures adoptées par la Chine. Les experts occidentaux qui s'expriment dans les médias se sont appuyés sur les chiffres initiaux des victimes de Wuhan, sous-estimés parce que les services hospitaliers étaient débordés. Ils en ont conclu que les chiffres chinois étaient manipulés et non fiables. En conséquence, dans les nombreux débats publics qui fleurissent aujourd'hui dans les médias, on laisse systématiquement de côté le cas de la Chine, ce qui me permet de ne pas aborder l'épineux débat du choix éventuel à faire entre efficacité et libertés individuelles. Il faut néanmoins reconnaître que l'image de la Chine s'était déjà significativement détériorée depuis quelques années en Europe. Que ce soit au niveau des intellectuels qui lui reprochent sa politique vis-à-vis des minorités de Hong Kong, ou que ce soit au niveau de tout Européen qui rencontre de plus en plus de Chinois dans son environnement, l'image du Chinois, qui manifeste parfois un comportement de nouveau riche et respecte mal les habitudes du pays où il se rend, se dégrade. Il est un pays où tous ces éléments négatifs pour la Chine s'ajoute une volonté délibérément hostile des dirigeants. Ce sont bien sûr les États-Unis. On a déjà beaucoup parlé lors de la séance d'hier. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est dit, mais je vais me concentrer sur ce que les Chinois pensent de la situation
et sur les conséquences qui en découlent. Les relations d'amour-haine entre la Chine et les États-Unis remontent au XIXe siècle, lorsque les immigrés chinois commencèrent à venir sur la côte ouest pour travailler notamment à la construction du chemin de fer. Puis leur immigration fut interdite par la Chine, par la Chinese Immigration Law en 1883, loi qui ne fut abrogée qu'en 1943. Mais sans remonter aussi loin, on peut dire qu'à l'aube des années 2000, les Chinois vouaient une profonde admiration pour les États-Unis. L'excellence universitaire, l'innovation de la Silicon Valley et les performances financières de Wall Street faisaient de ce pays l'incontestable premier de la classe mondiale. Le rêve américain du pays où chacun pouvait réussir fonctionnait à plein, et combien de dirigeants chinois n'ont-ils pas envoyé leurs enfants y faire leurs études? La Seconde Guerre d'Irak puis la crise financière de 2008 ont été les premiers accros graves. Mais comme dans une version moderne du portrait de Dorian Gray, si l'image des États-Unis est écornée, le pays continue à exercer toute sa fascination sur les Chinois, de même que dans le roman d'Oscar Wilde, seul le portrait garde les traces de la dépravation du héros. Cela commence à changer avec l'élection de Donald Trump. L'insécurité grandissante, la discrimination envers les Chinois dans les grandes universités américaines, la haine anti-chinoise que diffuse Donald Trump dans tous ses discours, et enfin la gestion calamiteuse de la pandémie font prendre conscience au commun des Chinois que l'Amérique n'est peut-être pas le pays de cocagne qu'ils imaginaient. Ils se rendent aussi compte que Donald Trump a lancé une guerre contre la Chine dans laquelle, à part l'engagement militaire, il ne recule devant rien. Que compte tenu de l'importance stratégique de la 5G, il bannisse Huawei de son réseau, peut encore se comprendre. Mais qu'il s'en prenne à TikTok, à WeChat, qu'il veuille couper la communication entre les nombreux Chinois vivant aux États-Unis et la famille restée en Chine, ne s'explique que par la volonté d'abattre des rivaux susceptibles de faire de l'ombre aux géants américains. La libre compétition qui est au cœur de leur système ne marche donc que lorsque les Américains sont sûrs de gagner. Plus grave, en voyant combien la popularité de Trump croît quand il vise la Chine, en constatant que les soutiens traditionnels de la Chine aux États-Unis, et notamment les grandes entreprises, ne font plus entendre leur voix que faiblement, ils se disent que cette guerre n'est pas que le fait de Trump et qu'elle va durer, quel que soit le futur président des États-Unis. Alors, sur quels alliés les Chinois peuvent-ils compter? Donald Trump cherche à recréer une opposition entre deux blocs, comme au temps de la guerre froide. Il veut rassembler ses alliés, tantôt par la persuasion, tantôt par la menace, pour isoler la Chine sur les plans militaires, économiques et technologiques, non sans succès d'ailleurs. Que peut faire la Chine? Monter sa propre ligue pour s'opposer aux États-Unis? Elle n'en a pas les moyens. Rares sont les pays acceptant de se couper des États-Unis pour faire bloc avec la Chine. Même avec l'Iran, les relations ne sont pas simples. Il ne reste à la Chine qu'une stratégie possible, celle de fissurer le bloc anti-chinois. Et dans cette stratégie, elle dispose d'un allié inattendu, c'est Donald Trump lui-même. En effet, avec son mot d'ordre « America First », qui lui a si bien réussi auprès de ses électeurs, il mène une politique étrangère dans laquelle alliés comme adversaires sont victimes de ses coups. Beaucoup commencent à s'en lasser, certains le disent tout haut, d'autres le pensent tout bas. Dans la croisade lancée par Trump contre la Chine, de nombreux dirigeants d'alliances occidentales ont emboîté le pas du président américain avec plus ou moins de conviction et de nuance. Mais il en est un dont le silence est remarquable, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Si prompt habituellement à critiquer la Chine, il s'est montré remarquablement discret depuis le début de la pandémie. Donald Trump a réussi l'exploit incroyable de rapprocher Chine et Japon. Jusqu'où ira ce rapprochement? Il est inimaginable que le Japon quitte l'orbite américaine, mais la force de la Chine et l'ampleur de son marché intérieur que personne ne peut ignorer, en particulier le Japon.
La Chine vient de lancer une nouvelle politique basée sur cette idée et lui a même donné un nom, la double circulation. Elle consiste à mettre l'accent sur le marché intérieur chinois tout en continuant à attirer les investissements étrangers et à promouvoir l'exportation sans cependant donner à cette dernière le rôle central qu'elle avait précédemment. Pour la mise en œuvre de cette politique, la Chine a remporté une première victoire avec la maîtrise du Covid. Au mois de juin, un nouveau foyer d'infection s'était déclaré dans le marché de gros de Xinfadi à Pékin. La ville a bouclé les quartiers limitrophes. Elle a procédé à 11 millions de tests dans les semaines qui ont suivi. Au final, les mesures prises ont permis de limiter les contaminations à moins de 300 cas et il n'y en a plus une seule aujourd'hui. La façon dont cette seconde vague a été traitée est devenue un modèle de lutte contre l'épidémie. Le pays ayant démontré qu'il pouvait maîtriser une nouvelle vague, il a pu procéder à une large politique de déconfinement, ce qui lui donne une avance précieuse pour la relance de son économie. La Chine ne peut espérer monter une alliance s'opposant frontalement aux États-Unis. Elle ne peut qu'encourager les alliés de ces derniers à modérer le président américain en limitant leur soutien. D'une certaine manière, c'est heureux parce qu'on sait depuis la guerre du Péloponnèse jusqu'aux deux guerres mondiales que l'affrontement entre deux blocs dont chacun veut être supérieur à l'autre est une des plus grandes causes des guerres. C'est ce que l'historien américain Graham Allison a appelé ce que vous avez rappelé tout à l'heure comme étant le piège de Thucydide. La stratégie de la Chine ne peut être que de fissurer la grande alliance que les États-Unis veulent monter contre elle, et la faiblesse de son soft power fait qu'elle ne dispose en fait que d'une seule arme réelle, l'attrait de son marché, qui sera bientôt le premier du monde. Mais le risque que cette politique implique est la fragmentation du monde. L'avenir ne sera peut-être pas fait d'un monde plat, comme l'imaginait l'éditorialiste américain Thomas Friedman, mais au contraire d'un monde global, accidenté, fragmenté, où les frontières auront été rétablies suivant des contours variables selon les sujets traités. Incompréhension et rivalité entre les peuples mènent à un monde fragmenté, fracturé. Nous venons d'écouter tout à l'heure deux orateurs éminents expliquer les problèmes posés par un monde fracturé. Mais peut-être est-il encore possible d'éviter cette fracture. Ces jours-ci, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi fait une tournée européenne. C'est son premier voyage depuis l'explosion du Covid. Qu'il ait choisi l'Europe n'est pas dû au hasard. Espérons que ce sera le premier pas vers un dialogue renoué entre ces différentes cultures. Merci, Monsieur le Premier ministre.